Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour à tous et bienvenue à votre bilan santé. Aujourd'hui, on discute d'un sujet qui peut sauver jusqu'à 4 vies. On parle de l'importance de donner du sang. À cet effet, je m'entretiendrai avec M. Laurent-Paul Ménard, porte-parole chez Emma Québec. Mais juste avant, voici notre question vrai ou faux pour cette semaine. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Un donneur d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies. Comme à chaque semaine, nous vous invitons à aller répondre à notre question sur notre page Facebook et courir la chance de gagner un bilan de santé. Alors, demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, je m'entretiens avec M. Ménard, porte-parole d'Emma Québec. Traîner les petits problèmes de santé comme cadre d'une PME, ce n'est pas l'idéal. Mon adjointe m'a demandé, « Ça fait longtemps que tu as vu ton médecin pour un vrai bilan de santé? » J'ai dû lui répondre que je n'avais pas de médecin de famille. Elle m'a tendu une carte. Un appel, un rendez-vous dans les heures qui suivent. J'ai maintenant accès à des spécialistes et mon médecin de famille prend le temps de me voir. Ça, pour moi, c'est nouveau. Offrir l'accessibilité à tous simplifie la vie. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Monsieur Ménard, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à votre bilan santé. Bien, merci de l'invitation, Dominique. Monsieur Ménard, dites-moi, annuellement, Emma Québec peut avoir besoin de combien de donneurs environ? Bien, en fait, quand on regarde sur une base annuelle, c'est très important. Il y a à peu près une moyenne de 1,6 dons par donneur. Et donc, 368 000 dons de sang qui sont réalisés chaque année. Et si on veut ramener ça à des proportions que les gens comprennent un peu mieux, qu'on comprend tous un peu mieux, c'est 1000 dons de sang par jour qui sont nécessaires pour rencontrer les besoins des centres hospitaliers et ultimement des personnes, des malades qui ont besoin de ces produits sanguins-là pour recouvrer la santé. Et qui sont les personnes qui ont besoin et pour quelles raisons? Bien, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être plusieurs personnes dans notre entourage. Vous savez, il y a à peu près une personne sur deux qui a besoin de sang au moins une fois dans sa vie. Donc, on ne pense pas à ça, mais les utilisations des produits sanguins sont très nombreuses et par conséquent, la possibilité d'en faire usage est beaucoup plus grande. Je vais vous donner des exemples assez concrets. Bon, souvent, on a tendance à penser qu'on va avoir besoin de produits sanguins lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a une chirurgie. Bon, c'est clair qu'on peut avoir des besoins à ce niveau-là, mais il ne faut pas oublier, vous savez, le bilan routier au Québec s'améliore d'année en année. Il y a de moins en moins d'accidents, ce qui est une bonne nouvelle. Oui. Et donc, il y a de moins en moins de besoin de produits sanguins. Alors, on devrait voir une diminution constante dans la demande de produits sanguins, ce qui n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de produits sanguins. Par exemple, les plaquettes de sang, nous en avons besoin dans le traitement de certains cancers. Les personnes vont recevoir des traitements de chimiothérapie. Ce que ça a comme conséquence sur l'organisme, c'est que le décompte plaquettaire dans notre sang va diminuer. Donc, on va avoir besoin de plaquettes pour recouvrer, en fait, pour être un peu mieux, donc un peu pour compenser en quelque sorte, si on veut, les traitements de la chimiothérapie. Donc, ce sont des usages. Il y a d'autres utilisations, par exemple, il va y avoir des personnes qui ont un système immunitaire déficient, vont avoir besoin d'une protéine qui est présente dans le plasma, qui est un autre composant du sang. Et donc, on va chercher des protéines dans le plasma, les immunoglobulines, par exemple, pour en faire des solutions qui sont injectées aux patients qui en ont besoin et donc leur permettre de vivre une vie à toute fin pratique normale. Et quels sont les types de groupes sanguins dont vous avez besoin?
Bien, écoutez, les groupes sanguins, il y a les groupes sanguins généralement qui sont assez bien connus, c'est-à-dire le groupe ABO avec un rhésus positif, négatif. Et donc, on entend souvent qu'on va avoir besoin du groupe O négatif parce que le O négatif, au niveau des globules rouges, c'est le groupe universel. Donc, une personne qui est de ce groupe-là peut donner de son sang à n'importe quelle autre personne. Cela étant dit, on a besoin de tous les groupes sanguins, en fait, parce qu'une réserve collective, c'est d'avoir des groupes sanguins qui vont représenter, en quelque sorte, la composition de votre population. Donc, peu importe votre groupe sanguin, le message est simple. Peu importe votre groupe, vous pouvez donner du sang et ça va être utile. Et surtout, c'est utilisé. Absolument. Dites-moi, M. Ménard, est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où Héma-Québec a un besoin plus grand en dons de sang et pourquoi? En fait, une chose qui est méconnue par rapport au sang, c'est que le sang a une durée de vie limitée dans le temps. Et qu'on on parle pour les... Bien, dépendamment du composant, parce que là, dans le sang, vous savez, on a différents composants. Il y a la partie liquide qui est le plasma, dans lequel baignent des cellules, et ces cellules sanguines sont les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. Au niveau transfusionnel, on va utiliser le plasma, on va utiliser les globules rouges et on va utiliser les plaquettes. Chacun de ces composants-là a une durée de vie limitée dans le temps. Dans le cas des globules rouges, on parle de 42 jours. Donc, on a 42 jours à partir du moment où une personne fait un don de sang et le moment où ces globules rouges peuvent être utilisés pour un patient qui en a besoin. Donc, c'est 42 jours. Dans le cas du plasma, on a un peu plus de marge de manœuvre. Il est congelé et on peut le conserver un an. Mais là où on a un sérieux challenge, c'est au niveau des plaquettes. La plaquette sanguine, nous disposons de 7 jours. Donc, une personne qui fait un don de sang, dans une collecte comme ici, à Place Fleur-de-Lys, on a 7 jours pour la transformer, la qualifier et la transfuser, ultimement, à un patient qui en a besoin. Donc, tout ça pour vous dire, est-ce qu'il y a une période dans l'année où on a plus de besoins? La réponse, c'est oui, c'est tout le temps. Tout le temps, exactement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Peu importe le moment que l'on choisit pour donner, c'est le bon moment parce que les besoins sont là et la durée de vie des composants sanguins fait en sorte qu'on va en avoir besoin à tout moment de l'année. C'est sûr et certain qu'une période comme la période estivale, la période de Noël, les longs week-ends, bien, là, il y a moins d'activités. Donc, on doit avoir un approvisionnement qui est constant. Et pour avoir cet approvisionnement constant-là, c'est important d'avoir des donneurs à chacune de nos collectes, mais peut-être tout particulièrement dans ces périodes-là. Alors, M. Ménard, merci pour ces informations. À mon tour, je vais aller donner mon 16e don de sang. Et on se retrouve tout de suite après, parce que j'aimerais qu'on aborde qu'est-ce qu'on fait après le sang, après le don, où va notre sang et, dans le fond, tout le processus. Bien, ça va être un plaisir et bon don. Bien, merci. À tantôt. À tantôt. Alors, M. Ménard, je dois vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi de donner du sang. Ça fait partie maintenant de ma vie. Mais maintenant, expliquez-nous où va aller mon don de sang. Comment ça se passe? Bien, avant de vous donner ces explications-là, avec plaisir, moi, je tiens à vous remercier pour votre don. Vous venez de contribuer à sauver des vies et chaque don est réellement très important et aide concrètement des personnes. Et il y a de quoi être fier de vous, puis je vous en remercie. Merci. Maintenant, que se passe-t-il avec votre don aujourd'hui? Bien, votre don, il est acheminé à notre établissement qui est situé sur le campus de l'Université Laval. Et nous avons donc un établissement où nous procédons à la transformation de votre don et à sa qualification. Bon, transformation, ce qu'on fait, c'est de finalement aller chercher dans le sang. Le sang d'un donneur, on appelle ça dans notre jargon un don de sang total. Donc, le sang total, on va le prendre et on va aller chercher dedans les composants qui vont être utilisés par la suite pour des fins transfusionnelles. Donc, on va aller chercher vos globules rouges, votre plasma, vos plaquettes et on va les utiliser
à des fins transfusionnelles. Comment on fait ça? Bien, c'est, somme toute, assez simple. On va utiliser des équipements qui vont permettre de centrifuger votre don. Donc, on le fait tourner à grande vitesse. Et ce qui se passe, c'est que tout naturellement, le sang va se séparer. Un peu comme quand on met de l'huile dans de l'eau, bien, ça se sépare. Bien, la vitesse, la centrifugation fait en sorte que le sang va se séparer et on va avoir donc la portion de plasma au-dessus. Le plasma, c'est un liquide qui a une couleur jaune. Ah oui? Et donc, on le voit très bien. Les globules rouges, bien, ils sont rouges, hein, le nom le dit. Et ils sont rouges à cause de la présence du fer dans notre sang. Donc, le globule rouge se retrouve au fond. Il est un peu plus lourd. C'est une cellule qui est plus lourde. On disait tantôt que le plasma, c'est la partie liquide du sang. Et donc, cette portion-là, étant liquide, elle est plus légère. Et la centrifugation le sépare tout naturellement. Entre les deux, on a une mince couche de plaquettes. Pourquoi? Parce que la plaquette ne forme qu'1 % du volume sanguin, alors que les globules rouges, c'est 44 % et votre plasma, c'est la différence, donc 55 %. Alors, qu'est-ce qu'on fait des globules blancs là-dedans? C'est le quatrième joueur. Le globule blanc, c'est un peu le soldat dans notre sang. Donc, il est là pour nous défendre contre les pathogènes. Un pathogène, c'est une maladie, c'est un virus qui peut, avec lequel notre organisme est en contact et qui peut nous rendre malades. Le globule blanc, il est là pour nous défendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fait son job de soldat, alors il nous défend. Donc, si je prends mes globules blancs et je les transfuse à quelqu'un d'autre, le globule blanc va faire ce qu'il est habitué de faire, son job de soldat. Donc, ça crée une réaction transfusionnelle. C'est pas ce qu'on souhaite. On veut que les personnes se sentent mieux lorsqu'elles reçoivent du sang, non pas qu'elles se sentent moins bien. Alors, on les retire. Elles sont retirées avec une filtration, un processus de filtration qui ressemble étrangement à la filtration qu'on va faire quand on se fait un café le matin, qu'on met notre grain de café dans un filtre et on fait passer l'eau. Le globule blanc, comme il est plus gros, on prend un filtre qui est plus gros, qui est très, très mince et ça fait en sorte que le globule blanc reste dans le filtre et on se retrouve avec les autres composants dans un sac satellite. Alors, essentiellement, c'est ça au niveau de la transformation. Il y a un deuxième volet qui est la qualification. Vous savez, vous avez fait votre don tantôt et en faisant votre don, vous avez répondu d'abord à un questionnaire. Absolument. OK? C'est un questionnaire qui vérifie, avez-vous fait un voyage récemment? Prenez-vous un médicament? Est-ce que vous avez pu avoir un comportement à risque? Par exemple, l'utilisation de drogue par injection, tout ça. Donc, il y a une série de critères qui sont vérifiés pour vérifier votre éligibilité à faire un don de sang. Et donc, c'est la première mesure de sécurité, je vous dirais, par rapport à la sécurité des dons de sang. Le deuxième élément, ce sont les tests. Chaque don de sang, donc le don de sang que vous venez de faire, va être testé comme tous les dons de sang. Et qu'est-ce qu'on fait? On vérifie en laboratoire la présence de virus et de maladies ou d'infections transmissibles par le sang. Rapidement, on parle du VIH qui cause le sida. On parle des hépatites B et C, qui sont des maladies qui affectent le foie et qui sont transmissibles par le sang. On parle de la syphilis, qui est une ITSS. Et on parle également du virus du Nil occidental et un autre virus qui est le HTLV, qui est un virus qui est peu présent, mais bon, pour lequel il y a un test également qui est fait. Alors, essentiellement, ce sont les tests qui sont réalisés. Une fois qu'on a le feu vert de nos laboratoires, bien, les dons qui ont été transformés préalablement peuvent être étiquetés, mis en disponibilité et envoyés un peu partout au Québec. Selon les besoins. Voilà. Monsieur Ménard, merci beaucoup. Ce fut fort intéressant. Et on invite les gens à donner du sang à chaque fois que l'occasion se présente, naturellement, s'ils sont éligibles. Merci beaucoup, Monsieur Ménard. Merci, Dominique. Merci. Que ce soit pour des douleurs reliées à l'arthrose, blessures sportives, douleurs de dos ou au cou, Dr Dominique Dufour, chiropraticienne chevronnée depuis 35 ans, vous offre des soins de qualité assistés par ordinateur. Vous apprécierez cette technologie de haute précision pour sa justesse et son traitement en douceur. Rejoignez Dr Dominique Dufour au 88 687
5372. Clinique Chiro Solutions, votre santé, notre vocation. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Beaulieu, pharmacienne chez Family Prix, et on discute du système digestif. Bonjour Caroline. Bonjour Dominique. Caroline, quelles sont les habitudes de vie à adopter pour avoir un système digestif efficace? Bien, en fait, si on fait de l'exercice régulièrement, qu'on boit beaucoup d'eau, qu'on s'alimente bien, qu'on mange des fibres, c'est toutes des choses qui contribuent, dans le fond, à avoir une santé digestive efficace. Et quelle est la différence entre le reflux gastrique et les brûlures d'estomac? Bien, en fait, la pathologie s'appelle le reflux gastro-œsophagien. L'œsophage, c'est le tube qu'il y a entre la bouche puis l'estomac. Donc, quand on parle de reflux gastro-œsophagien, c'est le contenu de l'estomac qui est acide, qui remonte dans l'œsophage et qui cause des brûlures. Donc, quand on dit qu'on a des brûlements d'estomac, c'est comme un symptôme, finalement, du reflux gastro-œsophagien. Et qu'est-ce qui provoque le reflux gastrique? Parce que c'est quand même assez populaire, là, si je peux dire ainsi. C'est quand même ainsi. répandu, effectivement. C'est vraiment, je dirais que les principales causes, c'est dans l'alimentation. Tout ce qui est épicé, tout ce qui est acide aussi, comme les jus de fruits, jus d'orange, jus de tomate, c'est très acide. Aussi l'alcool, donc il y a différents, tous les aliments gras aussi, il y a différents aliments qui provoquent le reflux gastro-œsophagien, puis c'est très répandu effectivement de par nos habitudes alimentaires. Est-ce qu'il y a des médicaments meilleurs que d'autres pour soulager les reflux gastriques ou les éliminer à la limite? Meilleurs que d'autres, pas nécessairement, parce que certains médicaments font effet plus rapidement, mais durent moins longtemps. Il y en a d'autres qui font effet moins rapidement, mais qui durent plus longtemps. Donc, ça dépend vraiment de notre type, dans le fond, de problème, à quel moment il se présente, la fréquence aussi. Donc, c'est vraiment de demander à son pharmacien quel produit qui serait le plus adapté à notre condition. Et est-ce qu'on peut s'habituer à un médicament? Il y a certains médicaments, je dirais plus du côté des laxatifs, supposons, mais quand on parle vraiment de brûlement d'estomac ou de reflux gastro-œsophagien, il n'y a pas rien comme tel qui crée de l'accoutumance. Par contre, il y a certains produits, des fois, qui viennent à moins bien fonctionner de par le fait que la personne continue d'avoir son problème, puis il faut des fois changer l'alimentation. Tout à fait, il y a vraiment des changements d'habitude à apporter avant de dire qu'on rajoute des médicaments, supposons. Et lorsque la gastro s'invite à la maison, quels sont les meilleurs conseils pendant et après? Bien, d'abord, il ne faut pas prendre des médicaments qui vont ralentir le transit intestinal, là, comme le loperamide, pour dire quelque chose, parce que dans le fond, le corps, c'est un réflexe normal de vouloir éliminer la bactérie ou le virus. Donc, la diarrhée, c'est vraiment pour venir éliminer le pathogène. Alors, il ne faut pas prendre ces médicaments-là. On veut éliminer la source. Puis, ce qu'on craint, par contre, c'est la déshydratation. Donc, il faut vraiment s'assurer de boire des solutions de réhydratation vendues en pharmacie. Souvent, c'est sous forme de poudre qu'on dissout ou déjà pré-dissous. Ça existe également. Alors, dans le fond, c'est vraiment de venir prévenir la déshydratation. C'est ce qu'on craint le plus en cas de gastro. Et c'est le temps qui va, comme on dit, le temps arrange les choses. Oui, bien, une gastro typique, là, ça dure entre 1 à 3 jours. Donc, au-delà de ça, c'est pas normal. On s'inquiète à d'autres niveaux. Mais sinon, effectivement, c'est le temps, puis le repos, puis la réhydratation. La gastro, c'est une chose, mais il y a aussi la constipation. Comment peut-on éviter d'être constipé? Bien, ça revient un peu aux habitudes de vie dont on a abordé au début de la chronique. Fait que dans le fond, d'avoir des bonnes habitudes de vie, bien, ça contribue à avoir une santé digestive puis un transit normal. Sinon, j'ajouterais peut-être aussi, dans le fond, de ne pas réprimer les envies d'aller à la selle. Ça fait drôle à dire, mais quand on en ressent le besoin, il faut y aller. Si on y va pas, bien, dans le fond, le contenu de l'intestin va continuer de se faire réabsorber en eau. Puis, dans le fond, les selles vont devenir plus dures, plus sèches, plus difficiles à évacuer. Là. Et c'est dangereux aussi pour la santé? Oui, tout à fait. Puis c'est inconfortable aussi. Donc, c'est vraiment de venir évacuer quand on en ressent le besoin, peu importe qu'on soit dans un lieu public ou non. Il ne faut pas se gêner. Tout le monde y va. C'est normal. Absolument. Est-ce vrai que les probiotiques aident à la digestion? C'est sûr qu'il manque un peu d'études au niveau des probiotiques. On n'a pas suffisamment de données pour pouvoir recommander ça dans différentes sphères là, des besoins en santé digestive. Par contre, c'est certain que chez quelqu'un qui aurait une flore déstabilisée après une gastro, par exemple, ou lors de la prise d'antibiotiques, ça peut venir recoloniser, dans le fond, l'intestin, redonner des bonnes bactéries à l'intestin qui a été déstabilisé, puis contribuer, dans le fond, à améliorer
améliorer les symptômes, mais il faut vraiment s'informer là, auprès du pharmacien à savoir si ça convient à notre situation ou non. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Quand chez soi rime avec confort, sécurité et tranquillité d'esprit. Le Luxembourg, avec ses condos locatifs, vous offre toutes les facilités d'un condominium sans les contraintes. Les condos locatifs Luxembourg, le luxe vraiment accessible. Une réalisation de Logibourg. Dans le cadre de nos capsules ATP, je vais relever 2 défis au cours des prochains mois. Celui de l'atteinte d'un poids idéal, c'est-à-dire un poids souhaité pour moi, et la remise en forme. Et ce, grâce à mon coach préféré, mon coach qui est Vincent Comtois de Ultra Performance Vincent Comtois et ATP, les suppléments ATP. Alors, au cours des prochains mois, vous pourrez suivre mon évolution grâce à nos capsules web, mais également à la télévision. Donc, soyez-y. C'est un début avec Vincent Comtois. Merci beaucoup d'être là. Mais Vincent, d'abord, merci beaucoup. Merci de me suivre, d'être mon coach pour les prochains mois, puisque j'ai accepté de relever le défi de la remise en forme, de la perte de poids. Je ne veux pas maigrir extrêmement, là, mais je veux atteindre un poids souhaité. Et bien, merci beaucoup d'être mon coach. Ben, donc, on verra le avant et le après. Tu vas peut-être moins m'aimer plus tard, mais pour l'instant, écoute, ça me fait plaisir de faire équilibre avec toi. Bien, merci beaucoup, Vincent. Merci. Parfait. Alors, on commence par où? Bon, on commence, il y a différentes étapes dans l'évaluation. La première étape, c'est le questionnaire de santé. On pose des questions sur la santé, les habitudes de vie, ainsi de suite. Et après ça, il y a une prise de poids, de pourcentage d'adiposité puis une mensuration. OK, ça, c'est ouch. Mais c'est la partie d'évaluation qui fait un peu mal à l'orgueil des fois, mais ça fait pas mal physiquement. Puis il y a une petite partie d'évaluation qui est une évaluation de mobilité, de capacité physique. On ne fait pas une grosse évaluation parce qu'on n'a pas un objectif de performance. On fait une évaluation de mobilité juste pour s'assurer que tous les mouvements qu'on va donner comme plan d'entraînement soient bien faits et qu'il y a une capacité de l'individu de faire les mouvements correctement. Parfait. Parce que je tiens à te le préciser, même si on s'en est déjà parlé. Par exemple, notre chroniqueur, Eve, qui vient nous voir dans les capsules ATP, elle, c'est vraiment du fitness. Ouais, c'est vraiment de la compétition, alors que moi, c'est vraiment une perte de poids, une remise en forme, puis m'entraîner à la maison. Oui, puis ça me fait sourire un peu parce que, justement, c'est souvent le questionnement que les gens ont. J'ai souvent les gens qui viennent me voir, « Ah, tu t'entraînes des gens de fitness, et tout ça. » Je te le dis tout de suite, moi, je veux pas ça. On est capable de s'adapter. Absolument. Chaque programme est adapté aux besoins de l'individu. L'alimentation, c'est la même chose. Donc, on ne rentre pas dans un processus où on essaie de faire des Miss Univers et Monsieur Univers avec tout le monde. Chacun a ses objectifs précis. Donc, on commence l'évaluation. On commence avec des questions de base. Donc, j'ai le prénom, ça me prendrait le nom de famille. Bélanger. Bélanger. Quel âge as-tu? On commence avec les questions indiscrètes. 49 ans, bientôt. 49 ans, donc c'est vraiment la cinquantaine. 8 avril 67, la cinquantaine qui commence dans une semaine. Parfait. On fait ça comme il faut. Quelle grandeur, en pouces et en pieds? 5 et 1. Des fois, c'est 5, mais 5 et 1. Ça dépend des jours. Okay. Ouais. Le poids, je vais le prendre tantôt parce que, règle numéro 1, on ne demande jamais le poids à une femme, on le mesure. Souvent, on a des réponses. Mais moi, je ne me pèse jamais, Vincent, chez nous. C'est une bonne chose. Beaucoup de femmes focusent trop là-dessus. Justement, le poids peut varier dans une journée de façon assez importante, de façon qu'on s'est alimenté, de façon qu'on a bu, ainsi de suite. Donc, il faut toujours se peser si on le fait dans un environnement qui est toujours le même. Donc, à jeun le matin, le lundi matin, par exemple. Parce que si on se pèse à différents moments de la journée, bien, on a des résultats qui sont différents. Fait que j'aime autant les gens qui ne focusent pas trop sur le poids. Moi, c'est une bonne chose. Puis est-ce que ça peut être aussi durant nos règles? Est-ce que ça se peut qu'on ait notre poids soit un peu plus élevé? La fluctuation hormonale va faire en sorte de prendre du poids. Par exemple, il y a certaines femmes dans la fin de la phase lutéale du cycle menstruel, ils vont avoir une augmentation de l'estrogène en circulation, donc ils vont avoir une augmentation de la rétention d'eau. Ça dépend toujours de l'équilibre entre l'estrogène et la progestérone, mais certaines femmes vivent des gains de poids assez importants. On peut parler de l'ordre de 4-5 livres et plus. Donc, on a fait le tour du questionnaire comme tel. Les autres questions regardent plus nos objectifs. Oui. Donc, c'est quoi nos objectifs? Ton objectif, si tu avais à le chiffrer, là, tu dirais quoi? En livres?
Ouais, si on dit des livres, En par livres? exemple, mais de Ben, moi, je pense que 25 livres. C'est réaliste. Parce que OK. ça, c'est une autre chose. Les gens rentrent dans mon bureau et ils me disent, ben moi, là, je veux perdre 25 livres. Écoute, j'ai un voyage de cédulé dans un mois. Penses-tu que... Bon, il faut être réaliste. Il faut prendre des moyens qui sont réalistes pour l'atteindre, le maintenir ensuite. Parce que c'est le fun de perdre du poids, mais il faut le maintenir. Absolument. OK, perte de poids, 3-4 mois, c'est réaliste. On va le voir aller de toute façon. Parfait. On fait un suivi. Puis à partir de ce suivi-là, on est capable de dire, bon, ben on est dans les temps. Est-ce qu'on a suivi des préjudices? C'est-tu trop pour nous? C'est trop restrictif ou c'est trop de demande au niveau de l'entraînement? Ça prend une certaine fréquence d'exercice pour arriver à quelque chose. Moi, j'ai souvent le chiffre magique de 168. OK. J'en ai parlé dans une autre chronique. 168 heures dans une semaine. Les gens rentrent dans mon bureau et ils me disent, hey, moi, j'aimerais ça être en forme, mais j'ai 2 heures par semaine de m'entraîner. Bien, c'est correct, mais en 2 heures sur 168, il faut que tu sois sérieux, c'est 166 autres, parce que nécessairement, tu as beaucoup de temps pour te tromper, pour faire des erreurs, puis tu as peu de temps pour les corriger. Absolument. Donc, plus on a de fréquence d'entraînement, ça veut dire s'entraîner 160 heures sur 168, mais on parle d'une fréquence à peu près 4 fois semaine qui serait un minimum pour atteindre les objectifs puis le maintenir. Puis c'est faisable à la maison. Oui, il y a J'ai toute forme haltères, d'exercice, surtout dans un objectif de mise en forme. Toute forme d'exercice est bonne. Ça peut être cardiovasculaire. Moi, j'aime bien mixer. Donc, l'entraînement musculaire et cardiovasculaire, dépenses énergétiques, puis posturales, au niveau musculaire, ainsi de suite, pour avoir plusieurs gains. Là. On ne fait pas juste des... Parce que le cardio, c'est très utilisé pour la perte de poids, mais comme autre chose, ça a ses limites. Là. Exactement. OK? Fait qu'un niveau d'activité, on va le mettre tout de suite à 4 fois semaine. C'est possible. Parfait. Je suis contente que tu parles du cardio parce que j'aime beaucoup jogger dehors. OK. Merveilleux. Le matin. Tu sais, premièrement, il faut aimer ce qu'on fait. Oui. Comme j'ai dit, si on veut maintenir les acquis dans le temps, il faut apprendre à aimer ça. Si on fait juste des affaires qu'on déteste, c'est bien des chances qu'on abandonne. Exactement. Donc, si la course à pied, c'est quelque chose que tu aimes, on va l'inclure, c'est sûr, dans le processus. Ça ne sera pas que ça, mais ça va faire partie de. Parfait. OK. Fait que Le là, golf, ça rentre-tu? Quand le on golf, c'est marche un le activement, golf? oui, effectivement. Si on le marche, Super. si on le fait en carte avec une petite bière, c'est autre Non. chose. Mais si on le marche, il y a différentes façons de pratiquer ça, mais il reste que le golf marché, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice. Parfait. Ouais. Bien, merci encore une fois, Vincent. Ça fait plaisir. Puis on se retrouve dans une autre capsule. Ça fait plaisir, merci. Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. Pour vous, pourquoi est-ce si important de donner du sang? Parce que ça sauve des vies, puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir besoin, donc pendant que je peux en donner, ben ça me tient à cœur. Pourquoi est-ce si important pour vous de donner du sang? Venir en aide aux voisins, aux autres. C'est ça, c'est la bonne œuvre, là, venir en aide, c'est tout. En terminant, voici la réponse à notre question « Vrai ou faux ». La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Un donneur d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vous invite à donner du sang lorsque l'occasion se présente, si votre santé vous le permet naturellement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.